Elle reçoit ce soir le directeur régional du Timbuktu Institute, Dr Bakary Samb. Bonsoir Binta. Bonsoir Sarah. Bonne émission. Merci Sarah. Bonsoir Dr Bakary Samb. Vous êtes le directeur régional de Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Binta et merci de cette invitation à laquelle nous répondons toujours avec plaisir. Oui, alors la dernière info bien entendu c'est les sanctions de la CEDEAO contre le Mali suite au refus de la junte d'exécuter la charte de la transition. Quelle est votre réaction d'abord par rapport à ces sanctions? Merci Binta, c'est d'abord une réaction de tristesse que cette crise en arrive à ce point et qu'on aurait pu régler ça depuis très longtemps s'il y avait la volonté politique de part et d'autre. La CEDEAO quand même a tenu plus de 4 sommets au moins pour parler du cas spécifique du Mali. Et je dirais, peut-être au risque de ne pas être d'accord avec certains, que ces sanctions sonnent comme un mal nécessaire. Je le dis parce que aimer le Mali, vouloir soutenir les Maliens, ce n'est pas les condamner à vivre éternellement sous des régimes de putschistes ou des coups d'État. C'est les aider à réussir leur transition démocratique, régler les questions de stabilité politique et aller vers une plus grande sécurité pour ce pays qui souffre depuis 2012. Je le dis avec beaucoup de pincement au cœur parce que c'est un pays formidable qui, ces dernières années, vit des difficultés. La CEDEAO a pris ses sanctions et je ne crois pas que ce soit à gaieté de cœur. Comment un pays comme le Sénégal, qui en 2020 a pu compter sur plus de 474 milliards de francs CFA en termes d'exportation vers le Mali, comment un pays comme la Côte d'Ivoire, dont le port d'Abidjan, et comme d'ailleurs le port de Dakar, comme on vient de l'entendre, dépendent beaucoup des échanges avec le Mali, peuvent consentir à ces sanctions. C'est pourquoi je parle de mal nécessaire, mais je crois que cette situation est dépassable après que quand la passion va passer. C'est un mal nécessaire peut-être pour vous, mais est-ce qu'elles ne sont pas trop fortes? Est-ce que la CEDEAO n'est pas allée trop loin quand même avec ces sanctions? La CEDEAO elle-même, économique et même politique. La CEDEAO elle-même reconnaît que les sanctions sont lourdes. Mais après 4 sommets, avec des mesures progressives pour ménager la population malienne, à laquelle nous exprimons d'ailleurs toute notre solidarité, cette population malienne avec une société civile bien vigoureuse, avec un pays qui est plein de potentiel. En essayant de ménager la population, on en est à cette situation. Pourquoi? Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de facteurs d'instabilité. La Guinée est à côté. Je me demande même si dans le choix de telles sanctions, il n'y avait pas quelque part une volonté pédagogique pour parler à l'autre junte qui n'est pas loin de chez nous. Qui ne devait pas être épargné. Qui ne devait pas être épargné, mais je pense que la question guinéenne va être réglée. Je suis convaincu que la nature de ces sanctions a un aspect plutôt pédagogique. C'est pourquoi justement le cas de la Guinée, on ne dit rien à un putschiste qui est en Guinée et on dit à un autre putschiste qui est près de la Guinée, le Mali. Et ça a fait croire à beaucoup d'observateurs de la scène politique internationale peut-être que c'est la France qui est derrière, parce qu'on a vu que la France et le Mali ne s'entendent plus sur rien du tout. D'abord, est-ce que c'est bien vrai que c'est la France qui est derrière? Au Mali a eu lieu avant le coup d'État en Guinée. Et je reste persuadé que la CEDEAO, ce sommet-là à Accra, avait quand même pour ordre du jour le Mali. Spécifiquement, suite à l'annonce des 5 ans de prolongation de la transition, sans compter la période écoulée. Et je rappelle que la classe politique malienne, plus de 10 partis politiques et de la société civile se sont déjà soulevés pour dire qu'elle n'accepterait pas cela. Et d'ailleurs, il faut parfois sortir de la passion et du populisme. Rappeler des faits importants. Ces mêmes personnalités que j'ai vues sur la scène de la société civile sénégalaise et africaine, qui aujourd'hui critiquent ces sanctions, je les renvoie à un communiqué qui date du 6 avril 2012, où ces organisations de la société civile, y compris la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et d'autres, appelaient non seulement à des sanctions contre le putschiste de Amadou Aya Sanogo, mais évoquaient le chapitre 5 pour qu'il y ait une intervention militaire. Alors,
Qu'est-ce qui a changé? Si les principes demeurent les mêmes, quel est le changement d'attitude? D'ailleurs, vous évoquez la France, c'est pas, ça revient dans les débats, mais je pense que, comme je l'ai évoqué la tout à France l'heure, est derrière la CEDEAO, à travers ces sanctions. moi je considère la CEDEAO comme une organisation sous-régionale avec des chefs d'État qui ont leur part, bien entendu, et je suis assez critique sur le leadership on parle de syndicats de chefs d'État, on les a pas entendus certaines questions. Oui. Mais de là à dire que la CEDEAO c'est une organisation française, moi ce serait manquer de respect à ces 16 pays, à ces 16 nations qui ont uni leurs efforts pour avoir une organisation sous-régionale, qui a ses tares, qui a ses défauts, mais qui pour le moment reste un instrument utile dans la résolution des conflits. Donc la France n'est pas derrière, selon vous. Vous êtes convaincu que la France n'est pas derrière? Je n'en ai pas les preuves. Moi je suis un chercheur. J'interroge les faits et à part des faits, j'analyse. D'un point de vue factuel, je ne peux pas l'affirmer. Maintenant, des supputations existent en faisant le rapprochement avec le discours de Parly lors du sommet de Dakar, du forum de Dakar, et d'autres évoquant la proximité des chefs d'État de l'UEMOA avec la France. Tout cela est possible. Mais aujourd'hui, l'essentiel, et même pour les Maliens, quand je vois les discours populistes, etc., dans ce pays-là, je dis que, est-ce que le fait de chasser un occupant pour en accueillir un autre libérerait beaucoup plus le peuple malien, ou bien ce peuple qui doit croire en lui, parce que c'est un grand peuple, bâtisseur d'empire, depuis l'empire du Manding, ce pays qui a vu la charte du Kourougan-Fouga, ce pays est capable de sursaut s'il prend son destin en main. Je préfère leur dire ce langage de vérité amical, fraternel, un pays que j'adore, où je travaille, que de leur dire que tout ce qui vous arrive, c'est à cause de l'étranger et de l'extérieur. Et je pense que ce peuple malien en est capable. Aujourd'hui, d'ailleurs, au même moment où se tient à Bamako, au Conseil des ministres interministériels, un Conseil des ministres extraordinaire, il y a en même temps, en ce moment, 80 organisations de la société civile et des partis politiques qui petit à petit sortent un peu de ce tracé du discours que tout le monde veut entendre pour dire qu'ils sont contre quand même le prolongement de la transition. Et je peux citer des partis importants. Le RPM de l'ancien président Ibeka, le parti de Mara, mais aussi de Tchébile Dramé et d'autres organisations. Je pense qu'il faudrait savoir raison garder et ne pas vouloir ipso facto, pour une poussée nationaliste, une fièvre nationaliste ou populiste dans la sous-région, vouloir encourager une série de coups d'État et de putsch dans notre sous-région qui déjà est en proie à des instabilités récurrentes, je crois que ce serait quand la CEDEAO va jusqu'à préparer ses forces en présence, est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO serait tentée à attaquer un pays déjà fragilisé par le djihadisme? Vous savez ce qui me rassure? Personne n'a compris. Vous savez ce qui me rassure dans cette problématique malienne là actuelle? C'est que aucune des deux parties n'a intérêt à que ça s'envenime. Absolument. À partir de là, la junte militaire elle-même, qui ne pourra pas supporter des sanctions au-delà de 2 mois, quel que soit le chiffon rouge russe dont on parle, vous pensez qu'on ne va pas dépasser? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Et je ne le souhaite pas que ça s'arrange par la rue malienne, etc., ou bien un second push. Mais aussi les pays de la CEDEAO. Quelqu'un, Cheikh Dianguier, il a dit tout à l'heure, nos pays seront impactés. Absolument. Et je crois que le Sénégal déjà qui perd 270 milliards. Aucune partie n'a intérêt à ce que cette crise perdure. Et ce qui est important, dans le communiqué de la CEDEAO, un mot très important qui dit que la porte du dialogue reste ouverte. Et je pense que les acteurs vont s'engouffrer à cette porte-là, d'autant plus qu'il y a des allègements sur la nourriture, sur les médicaments, sur l'énergie, etc. Mais je ne vois pas cette crise perdurer. Sauf que aussi, dans les caisses de l'État, c'est vrai que la CEDEAO a décidé de geler, que la BCEAO gèle les comptes de l'État malien. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a que pour 2 mois de salaire. Après 2 mois, c'est encore d'autres tensions. Est-ce que les putschistes pourront supporter une autre tension au Mali? Le souhait de tous ceux qui sont épris de paix et tous ceux qui aiment ce pays, qui est le Mali, qui est un formidable pays, un formidable peuple, je le rappelle, c'est que cette crise ne dépasse pas 1 mois. Et je crois qu'aujourd'hui, passer la poussée de fièvre nationaliste, populiste, etc. Et d'ailleurs, je pense que la CEDEAO aurait dû même encadrer ces sanctions par une communication efficiente et même pédagogique pour que véritablement la junte ne reprenne pas le dessus après avoir été
contester. Oui, sauf que la junte, on a vu la réponse de la junte qui a décidé de répondre. La rue va reprendre le dessus. La réponse aussi de la junte a été salée. Je reste vraiment optimiste à ce que la situation... Sauf que la junte a décidé de répondre coup pour coup. Cela entre dans le cadre des réactions normales de la part d'une junte, etc. Quand on connaît bien ce pays avec toutes les manifestations qu'on connaît depuis hier à minuit à la place de l'Indépendance et avec sur les réseaux sociaux. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais je suis conscient que la poussée de fièvre ça va se calmer et que on va prendre la voie de la négociation, d'autant plus que vous savez, après les sanctions de la CEDEAO, l'Union africaine va se ranger. Après, c'est l'Union européenne, ou même peut-être les Nations unies. Mais je crois que le Mali ne va pas aller dans cette direction-là. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune des deux parties n'a intérêt à ce que cela perdure. Aussi bien la junte au pouvoir aujourd'hui à Bamako qui ne peut pas tenir pendant très longtemps, mais aussi les pays de la CEDEAO qui n'aimeraient pas quand même cette image négative dans ce pays-là. Oui, la société civile africaine aussi doit se réveiller quand même. Elle s'est réveillée, mais dans sa réaction, malheureusement, cette dose de populisme dont je parle, et je nomme les choses, c'est peut-être le défaut du chercheur, à ne pas tomber dans la langue de bois. Cette poussée de fièvre populiste est là, mais je crois qu'on va revenir à de meilleurs sentiments. Mais encore une fois, aider le Mali, ce n'est pas le condamner éternellement à vivre sous le régime de putschistes, mais c'est aider le Mali. Aimer le Mali, c'est aider ce pays à réussir une transition démocratique, à stabiliser son pays-là, son pays et à stabiliser le nord, le centre, avec toutes ces questions sécuritaires. Car je le rappelle, encore une fois, il ne faut pas aller dans ce populisme-là, car la sécurité du Mali, ce n'est pas seulement l'affaire du Mali, c'est l'affaire de toute la sous-région. Le Mali est une digue. Absolument. Quand le Mali entre dans des séries de crises récurrentes, comme en 2012, on a vu après le Niger prendre le Burkina Faso, nul n'a intérêt aujourd'hui à ce que cette crise perdure. Justement, qu'est-ce que cela peut engendrer au plan sécuritaire? Qu'est-ce que cela peut engendrer si aujourd'hui le Mali est fermé sur lui-même malgré lui? Le Mali ne restera pas longtemps fermé, je le répète. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, c'est dramatique. Aujourd'hui, l'insécurité est encore dans le nord, dans le centre, et même un débordement que certains disent sur la frontière ouest du Mali, donc à la frontière est du Sénégal. Donc je pense que nos pays doivent prendre toute la mesure de la gravité de la situation. Je crois qu'il faut régler la question de la stabilité politique. Et pour régler cette question-là, il faudra passer par des sanctions qui sont certes difficiles et sévères, mais je suis persuadé que c'était peut-être un mal nécessaire. La CEDEAO n'avait pas le choix, après 4 sommets, après des avertissements. Maintenant, toute notre solidarité, tout le monde le voit aujourd'hui, avec la population malienne qui risque d'en pâtir, mais je reste optimiste en me disant que ça ne va pas perdurer parce que le dialogue est dans l'intérêt de toutes les parties. Et justement, Bakary Samb, est-ce que le Mali aujourd'hui n'est pas victime de son armée? Oui, on peut le dire. Dans les processus démocratiques des années 90, on a affaibli les armées quand même. C'était par la crainte et la hantise des coups d'État. Et cela s'est répercuté sur cette armée malienne affaiblie, sans moyens, etc., jusqu'aux terribles événements qui sont déroulés à Guelok et qui ont été en bonne partie une des causes de l'aggravation de la crise du Nord. Aujourd'hui, il faut reconstruire ces armées-là. Une armée qui est aussi toujours derrière les coups d'État militaires. Depuis très longtemps d'ailleurs. Merci d'en rajouter dans cette partie sur la critique de la confiscation du pouvoir. Mais je crois que le Mali était sorti un peu de ce cycle de coup d'État jusqu'à l'instabilité qui s'est installée à partir de 2012. Mais je vois que ce n'est pas seulement le Mali. Quand vous allez au Burkina Faso, aujourd'hui, pour gérer les urgences sécuritaires, les États incapables de gérer ces urgences se sont mis à instrumentaliser des milices d'autodéfense, que ce soit les Kogleogo au Burkina Faso ou les forces de défense de la patrie, que ce soit les Gandakoy, Ganda Izo et les Dan Ambassagou au centre du Mali, au point aujourd'hui de générer des conflits intercommunautaires à n'en plus finir, qui aggravent la question du terrorisme qui était la question initiale. Je pense qu'il faudrait de véritables réformes, mais cela, le préalable, c'est le retour à l'ordre constitutionnel,
Je ne dis pas que les élections seront le miracle qui vont tout régler, mais au moins que le Mali reprenne l'ordre constitutionnel et que véritablement on s'achemine vers la stabilisation de ce pays-là. Cela se fera par les Maliens eux-mêmes, par la solidarité africaine, sous-régionale, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, il faut une synergie d'action pour que ce pays-là véritablement sorte de cette crise-là et des crises récurrentes qu'on connaît. Comment parvenir à cette synergie d'action dans un continent où les coups d'État font rage, où les militaires sèment la loi un peu partout, ils reviennent par la porte, par la petite porte. Merci Binta Comment créer cette synergie. Merci pour cette remarque. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que donc dans cette situation-là, certains s'imaginent que l'on laisse ainsi, sans sanction, sans prendre des mesures dures, malgré la souffrance que vont endurer les populations. Je pense que sur cette question, la CEDEAO, malgré toutes les tares, tous les défauts, je veux dire par là que les chefs d'État de la CEDEAO quand même ont une part de responsabilité dans ce qui arrive en Afrique. La responsabilité elle est partagée, oui. Je ne disculpe pas les chefs d'État de la CEDEAO, qui, à mon avis, tous ne sont pas tous exemplaires. Et aujourd'hui, c'est cela même qui fait que la société civile se dit, mais écoutez, ce sont les mêmes chefs d'État qui cautionnent des choses qu'on ne peut pas cautionner dans leur pays, qui cautionnent des coups d'État constitutionnels, qui se mettent à sanctionner ceux qui ont commis des coups d'État militaires. Je pense qu'il nous faut tous revenir dans cette forme de cohérence. La CEDEAO a besoin de cohérence, mais devant les urgences, il faut gérer les urgences. Aujourd'hui, gérer l'urgence, c'est d'aider le Mali à retrouver l'ordre constitutionnel, ne pas entrer dans ces surenchères militaires, amener des milices d'autodéfense, etc. Et que ce pays-là qui a besoin de stabilisation et qui peine à retrouver la stabilité depuis 10 ans, puisse véritablement retrouver le cours normal d'une vie démocratique et d'un État solide. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour que cet État qui a été fragilisé par des conflits, par beaucoup de guerres, par le terrorisme, redevienne un État solide. Mais il y va de l'intérêt de la sous-région parce que, encore une fois, la stabilité du Mali, sa sécurité, c'est une affaire sous-régionale et une affaire régionale. On a comme l'impression aujourd'hui que les militaires qui font des coups d'État veulent coûte que coûte conserver le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a vu ce qui s'est passé en Guinée, il n'a encore rien dit, le colonel Doumbia. Au Soudan, par exemple, on a vu c'est la même chose. Au Mali également, c'est pratiquement la même chose. Et encore, pourquoi les putschistes, les militaires de surcroît ne veulent pas rester dans les casernes? Merci Binta. Plus on avance, plus vous me rejoignez dans mon raisonnement du départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit, pour des raisons populistes, nationalistes, des sociétés civiles applaudir des putschistes, pour dire qu'ils sont là pour sauver les populations. Là, on est dans cette désillusion qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, l'agenda n'est pas le même avec des putschistes qu'avec des gens qui défendent la démocratie. On peut défendre la démocratie autrement, mais jamais on mettra sur le pied d'égalité des putschistes et des gens élus démocratiquement. C'est pour cela, je pense que là aussi, encore une fois, malgré tous ces défauts, malgré tous les problèmes, malgré toutes les réserves que je peux avoir sur la CEDEAO, ils ont eu raison d'en arriver à cette solution que j'appelle un mal nécessaire. Mais je suis sûr que ce mal nécessaire-là va passer très rapidement. Parce que je suis presque convaincu que la porte du dialogue qui a été ouverte dans le communiqué de la CEDEAO est un signal très fort et que ça poussera les deux parties à renouer avec le dialogue pour arriver vers des sentiments meilleurs pour Mais beaucoup pensent aujourd'hui le mal de l'Afrique, c'est la CEDEAO. Est-ce qu'il ne faut pas réformer quand même la CEDEAO? Il n'y a aucune organisation régionale ou sous-régionale qui est parfaite. On pourrait dire la même chose de la CAC. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas un grand défenseur de la CEDEAO, mais je pense comparé à d'autres organisations sous-régionales, la CEDEAO quand même a fait des choses très 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 importantes sur le plan de l'intégration. La CEDEAO est citée en exemple par les autres organisations sous-régionales comme étant une organisation qui fait des choses. Sauf peut-être sur la question sécuritaire, où quand même la question sécuritaire, la CEDEAO était un peu dépossédée par le G5 Sahel. On a vu avec la SADC quand même, pour ce qui est de nos amis de l'Afrique australe, qui ont pu prendre des mesures pour aller intervenir avec le Rwanda pour le cas du Mozambique. Je pense que là, c'est l'occasion pour la CEDEAO de reprendre du poil de la bête, de gérer la question sécuritaire. On parle de force en attente, mais je pense que le dynamisme attendu de la part de l'Union africaine viendra certainement avec un engagement plus fort de la CEDEAO. Donc,
encore une fois, nous avons intérêt à renforcer l'organisation sous-régionale. Cet instrument unique que nous avons dans la sous-région pour la médiation et la résolution de conflits, au lieu de la jeter en pâture et au lieu d'acclamer sous le coup du populisme et du nationalisme, qui, à mon avis, ne mène pas à grand-chose. Absolument. En attendant de voir beaucoup plus clair, on revient ici au Sénégal avec le démarrage de la campagne. Vous êtes un observateur de la scène politique. Il y avait une charte nationale que beaucoup d'acteurs politiques ont rejeté. On a vu ce qui s'est passé avec un démarrage, avec des violences. Le sang a giclé un peu partout. Quelle est votre lecture sur cette situation? Je pense que là aussi, il faut féliciter le cadre unitaire de l'islam à avoir pris l'initiative de parler de cette charte-là pour anticiper. Parce que justement, son rôle de veille, de vigie, d'anticipation. Il est malheureux que la campagne démarre sous cet angle-là. Et je pense que, j'espère que les acteurs politiques vont se ressaisir, aussi bien du parti au pouvoir, qui a parfois des nervis, que de l'opposition, qui parfois riposte ou en tout cas attaque. Je pense qu'il faut appeler toutes les parties à savoir raison garder et que le Sénégal, qui est cité comme un exemple, une vitrine démocratique, puisse garder ce statut-là et servir d'exemple, notamment dans une région en proie à des instabilités infinies, où on a besoin au moins d'un exemple qui était le Sénégal. Je pense que ce modèle-là mérite d'être préservé. Merci beaucoup, Dr Bakary Samb. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Timbuktu Institute. C'est bien cela? C'est ça. Merci. Merci d'avoir suivi. Très bonne soirée.